Donc, je vais prendre quelques minutes sur le raisonnement de Carnot, hein, parce que c'est assez profond finalement. Donc, ce que Carnot dit, c'est j'ai un réservoir chaud, j'ai un réservoir froid, puis je suis capable de construire une machine réversible, c'est-à-dire une machine qui peut prendre de la chaleur dans le réservoir froid, puis aller le porter dans le réservoir chaud. Supposons que je suis capable de faire une machine réversible. Donc, s'il existe une machine qui est plus efficace que la machine réversible, voici ce qui peut se passer. Donc, la machine réversible prend de la chaleur ici, l'envoie là. Maintenant, du réservoir chaud, je prends cette chaleur-là pour faire ma machine qui est, on va prouver par l'absurde, donc une machine qui est plus efficace que la machine réversible. Donc, dans ce temps-là, ça veut dire que je peux utiliser l'énergie ici pour alimenter la machine réversible. Puis, il va me rester de l'énergie pour faire du travail à l'extérieur. Donc, cette machine-là va pouvoir fonctionner indéfiniment. D'accord? Parce que la chaleur que je prends ici, je peux la retourner ici. C'est bon? Donc, conclusion, la machine la plus efficace, ça va être une machine réversible. Donc, ça, c'est ce que Carnot a compris. Puis, du point de vue de la deuxième loi de la thermodynamique, vous avez vu qu'on a l'égalité ici, seulement si delta S est égal à 0. Autrement dit, si c'est réversible. C'est bon? Puis, une autre chose assez spectaculaire, c'est que vous voyez que tout ce qui est important ici pour les machines, c'est la température ici, puis la température là. Donc, peu importe quelle est ma machine réversible, du moment que j'ai une machine réversible, ils vont tous avoir la même efficacité. Parce que s'il y en a une qui est plus efficace que l'autre, je rentre dans ce paradoxe-là, dans cette contradiction-là. D'accord? Lui, ce que Carnot disait, c'est que c'est contraire à la scène physique, d'être capable de chauffer quelque chose qui fait du travail, puis qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur ici. Donc, toutes les machines réversibles ont la même efficacité, c'est-à-dire l'efficacité de Carnot. Donc, maintenant, vous voyez que c'est possible de définir une température absolue. Puis ça, c'est le pas que Kelvin a fait. C'est-à-dire qu'il suffit que je trouve une machine réversible, puis le rapport des chaleurs ici va être égal au rapport des températures absolues. D'accord? C'est très profond comme raisonnement. Donc, on vient de trouver une façon de définir de façon macroscopique qu'est-ce que c'est le rapport de température absolue. C'est le rapport des chaleurs qui sont dans un processus ici qui est réversible. Donc, étant donné l'efficacité, c'est-à-dire le travail qu'on peut faire, étant donné une certaine chaleur qu'on absorbe, si je réussis à faire ça de façon réversible, je vais obtenir la machine la plus efficace, puis le rapport des températures va être égal au rapport des chaleurs. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc maintenant, je suis certain que vous vous demandez comment est-ce qu'on peut faire une machine réversible? Hein, c'est beau de dire, oh, une machine réversible, mais comment est-ce qu'on fait ça? Donc, ben, je vais vous le montrer. Donc, ça s'appelle le cycle de Carnot. Attention ici. Tadam! J'ai ma règle, je vais vous faire des belles lignes droites. OK? Donc, on va faire donc des axes X, Y. Voilà.
Est-ce que c'est assez gros? Vous voyez? C'est bon? Donc, ici, ce que je vais mettre sur l'axe vertical, c'est le log de la pression. D'accord? Ou le logarithme naturel, ça n'a pas d'importance. Puis ici, je vais mettre le log du volume. D'accord? Donc, pour un gaz parfait, on sait que P est égal à... Je vais prendre une mole, d'accord? Donc, une mole, ça veut dire que j'ai RT sur V, où R est KB fois le nombre d'Avogadro. Donc, la pression est inversement proportionnelle au volume. Donc, si je veux tracer ici, disons que j'ai une certaine température, puis je veux tracer la relation entre pression et volume, de quoi ça va avoir l'air sur un graphique log-log. Ça va être une droite. Voyez-vous pourquoi? C'est parce que le log de P va être égal au log de RT sur V. Et puis ça, c'est égal au log de RT moins le log de V, d'accord? Donc ça fait, c'est quoi cette équation-là? Log de P égale moins log de V avec une intersection. C'est l'équation pour une droite, d'accord? Donc, à une certaine température T donnée, je vais pouvoir tracer une ligne droite comme ça. D'accord? Ça, c'est la relation comme ça. Si je vais maintenant à une température plus basse, ben, je vais tracer une droite aussi. Mais qu'est-ce que ça va être la différence entre les deux droites? Si la température est plus basse, qu'est-ce qui va arriver? Yo! On change l'ordonnée à l'origine. Exactement. Donc, ça va être parallèle. Mais l'ordonnée à l'origine va être différente. Donc, je dessine en... Oups! De la misère à faire des droites parallèles, là. Donc, je dessine ça en bleu pour qu'on se rappelle que c'est une température qui est plus froide. Maintenant, donc ça, c'est deux isothermes dans ce plan-là. Maintenant, si je veux dessiner des adiabatiques, d'accord, des courbes à entropie constante, vous souvenez-vous la relation entre pression et volume pour un processus à entropie constante pour un gaz parfait? C'est proportionnel à V à la moins 5 tiers, d'accord? La pression est proportionnelle à V à la moins 5 tiers. Autrement dit, P fois V à la 5 tiers est égal à une constante. Donc ça veut dire que si je trace une adiabatique, donc une courbe à entropie constante, la pente va être moins 5 tiers, donc ça va être un peu plus raide. D'accord? Donc ça, c'est une des courbes possibles à entropie constante. Donc là, voilà. Maintenant, je fais mon cycle de Carnot. D'accord? Ça va être une machine cyclique. Je vais tourner comme ça. D'accord? Donc, ce qui va arriver, c'est que ça, c'est un gaz. Il va y avoir un réservoir chaud qui est ici à la rouge. Un réservoir froid qui est ici bleu. Puis, la pression ici, elle va changer. Autrement dit, je vais pouvoir faire, donc, le volume et puis la pression change. Donc, pensez au volume, pensez à un piston, d'accord? Donc, le piston, il va aller faire un travail, lui. Vous savez que le travail, fait par le système, c'est l'intégrale de PDV, d'accord? Donc, la pression, le volume change, voilà. Alors, ici, j'ai une courbe à entropie constante.
Donc, je pars de ce point-là avec mon gaz. Puis, qu'est-ce que je fais? Je le comprime. Vous voyez, le volume diminue. Je le comprime. Qu'est-ce qui arrive en entropie constante quand je comprime un gaz? Entropie constante, ça veut dire qu'il n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. Si je le comprime, qu'est-ce qui arrive? La température monte. D'accord? Donc, on sera ici, sur cette courbe-là. On est parti d'une température basse à une température haute. J'ai comprimé. Maintenant, je vais aller de façon isotherme d'ici à là. Bon, qu'est-ce qui arrive? Mon gaz est en train de se détendre. Vous voyez, son volume est en train d'augmenter. Qu'est-ce qui arrive à un gaz quand son volume augmente? Il fait un travail, puis sa température veut descendre, d'accord? Parce qu'il est en train de faire un travail. Mais là, je l'ai mis en contact avec un réservoir chaud. Alors, du moment que sa température décroît de façon infinitésimale, bien, il absorbe la chaleur du réservoir chaud. D'accord? Donc, tout le long de cette trajectoire-là, isotherme, mon système va absorber de la chaleur. Puis, il va l'absorber de façon réversible. Pourquoi? Parce que sa température va toujours être juste infinitésimalement différente de la température du réservoir chaud, parce qu'on va très, très lentement. Ça, vous pouvez voir, je vous l'ai prouvé, que quand on extrait de la chaleur d'un réservoir, donc j'ai un système qui est fini ici, j'extrais de la chaleur d'un réservoir, puis cette chaleur-là est extraite, donc les deux systèmes ont une température infinitésimalement différente, l'entropie de l'univers n'augmente pas. D'accord? Donc, l'entropie du gaz augmente, celle du réservoir diminue, mais les deux se balancent parce que les températures sont juste infinitésimalement différentes. J'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Je comprime mon gaz. Pardon, je ne le comprime pas, je le laisse se détendre, d'accord? Le volume augmente. Donc, si le volume augmente, qu'est-ce qui arrive? La température chute. Je le mets en contact maintenant avec un réservoir froid. Qu'est-ce qui arrive? Le volume diminue. Le volume diminue, ça veut dire que je suis en train de comprimer mon gaz. Qu'est-ce qui arrive quand je comprime mon gaz? Sa température veut monter. Mais il est en contact avec un réservoir ici. Donc, sa température monte juste de façon infinitésimale, de telle sorte qu'il puisse absorber, pardon, donc je l'écrase, donc qu'il puisse émettre la chaleur ici. D'accord? Donc, ici, il absorbe la chaleur du réservoir chaud, puis ici, il la met dans le réservoir froid, parce que je comprime le gaz, il veut chauffer, je le mets en contact avec un réservoir froid, donc il donne sa chaleur au réservoir froid. D'accord? Donc, il fait ça de façon avec des températures infinitésimalement différentes, donc c'est réversible. Donc, je viens de construire un cycle complètement réversible, c'est-à-dire que delta S est égal à 0. Et puis, il y a un travail qui est net, hein, c'est-à-dire que si je retourne dans le plan PV, le vrai plan pression-volume, mais là, les courbes ne sont pas droites comme ça, ils vont être plus compliqués. Mais l'idée, c'est que j'ai un cycle comme ça, puis le travail, ça va être la surface qui est ici. Ça, c'est un problème que vous avez fait déjà. C'est bon? Puis, qu'est-ce qui va me donner l'efficacité maximale de ce système-là? L'efficacité maximale, elle est là, ça dépend des températures. Mais étant donné que j'ai une liberté quelconque avec les températures, il faut que je mette ces deux températures-là les plus différentes possibles pour avoir l'efficacité maximale. C'est quand les températures ici, quand celle-là va être très, très petite par rapport à celle-là, que je vais avoir l'efficacité maximale. Comment est-ce que je fais un réfrigérateur maintenant? Bien, j'ai juste faire ça à l'envers. D'accord? Là, ici, j'allais chercher de la chaleur, puis j'en mettais ici. Si je le fais à l'envers, quand je monte ici, quand je monte, je suis en train de chauffer mon
mon gaz. Donc, il va donner de la chaleur ici. Ça, c'est ma maison. Puis ici, il va aller dans le sens contraire. Il va aller comme ça. Donc, il veut s'étendre. Donc, en voulant s'étendre, il se refroidit, mais il est en contact avec un réservoir qui est à une température donnée. Donc, il va aller chercher de la chaleur ici. Donc, le vendeur qui arrive chez vous pour vous vendre une machine qui dit qu'il va aller chercher de la chaleur l'hiver pour chauffer la maison, il ne vous ment pas, c'est possible. D'accord? La chaleur et la température, ce n'est pas la même chose. Même dans un réservoir froid, on peut aller chercher de la chaleur. Il suffit d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire de laisser notre gaz se détendre, il veut devenir encore plus froid que l'extérieur. En quel cas, il va absorber de la chaleur. C'est bon? C'est spécial, non? OK, donc là, je vais vous faire répondre à une question, puis ensuite, on va regarder une vidéo.